Bien, bonjour tout le monde. Cyril Rocher, je suis directeur France de Relayeur et j'ai prévu une petite présentation pour changer, qui n'est pas du tout technologique, mais qui concerne les nouveaux business models, ou en tout cas un nouveau business model qui s'appelle Equipment as a Service, ou en français on utilise le terme aussi économie fonctionnelle, PPRU, ça c'est pas en français, c'est en anglais, etc. Donc je vais vous parler de ce business model. Pourquoi aussi d'eau? Parce que ce business model nécessite de mettre en place évidemment des solutions technologiques, de l'IoT, de l'intelligence artificielle, etc., etc. Donc c'est pas complètement déconnecté du sujet du SIDO, et bien au contraire. Juste avant de démarrer, je vais faire une annonce. C'est peut-être la partie la plus importante et l'intéressante de ma présentation. Notre stand est situé en face de l'entrée principale à l'extérieur. C'est l'énorme camion rouge et noir, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et quand ma présentation sera terminée, ce sera open bar. Donc vous êtes tous les bienvenus. Et c'est gracieux, bien sûr, open bar. Okay. Donc voilà, mais c'est une annonce sérieuse. Donc là, je vais vous parler, plus sérieusement, je vais vous parler de ce modèle d'affaires, Equipment as a Service. Pourquoi j'ai décidé d'en parler? Parce que c'est, dans le contexte actuel, c'est quand même un sujet important, où on voit beaucoup d'entreprises qui fléchissent, qui ont des problèmes de commandes liés à des blocages d'investissement chez leurs clients, etc. Donc l'économie est un peu gelée, ça reprend petit à petit. Je ne sais pas si vous avez entendu les stats du MEDEF, etc., mais les pertes de revenus, en particulier des grandes entreprises françaises, mais aussi des PME et des ETI, en termes de perspective, c'est 20 à 30% pour ceux qui s'en sortent le mieux de perte de chiffre d'affaires. Donc c'est considérable. Et c'est par rapport à cette actualité que je trouvais intéressant de parler de ce modèle. Très rapidement, je vais vite me présenter. Donc moi, je m'occupe de Relayeur en France. Relayeur, c'est une société technologique et on existe depuis 7 ans. On est 330, 350 personnes. Et on a une proposition de valeur qui est très simple. C'est même si on est une boîte technologique, le seul objectif de nos projets, de ce sur quoi on travaille, c'est de travailler avec des industriels en particulier. Donc désolé pour ceux qui ne sont pas industriels ou qui ne travaillent pas avec des industriels, mais c'est vraiment de travailler avec des industriels déjà implantés, donc c'est pour ça qu'on parle de traditionnels, donc ce n'est pas des nouveaux entrants, mais qui ont besoin depuis 50, 70 ans, etc., de rester dans la course, de garder cette pérennité et d'innover. D'accord ? Donc l'innovation, c'est un sujet très important, et l'innovation avec la techno aussi. Maintenant, Relayeur, juste pour situer, parce qu'on développe des solutions IoT, d'intelligence artificielle pour aider ces industriels et en particulier des équipementiers à être beaucoup plus, à proposer des équipements plus performants, plus prédictibles, sur lesquels on va pouvoir garantir des taux de disponibilité, des niveaux de performance, etc. C'est ce à quoi notre technologie IoT, qui est toujours sur des projets spécifiques, cherche à répondre. Et ce qui est intéressant, comme vous le voyez ici, on fait partie d'un écosystème, en tout cas notre maison mère qui nous a racheté il y a 2 ans, qui s'appelle Municri et HSB, là, ce que vous voyez au-dessus. C'est un assureur, réassureur, depuis très longtemps, et ils nous ont rachetés pour les accompagner dans leur transformation, parce que le monde de l'assurance, via la data, se transforme complètement. Et à l'inverse, nous, de société technologique, on va embarquer de l'assurance pour permettre à nos industriels, à nos clients industriels équipementiers ou industriels de process de chercher, de dérisquer leurs projets d'innovation en intégrant de l'assurance qui va couvrir les pertes et profits d'un projet digital. Ça, c'est super intéressant pour des PME-ETI en particulier, parce que des projets digitaux, c'est des sujets d'innovation, c'est des sujets à risque. Voilà, donc on intègre ça, et cette complémentarité techno, IoT, intelligence artificielle avec de l'assurance, ça permet de créer des propositions de valeur vraiment uniques. Que vous voyez un petit peu, et c'est une transition avec ce dont je vais vous parler sur l'Equipment as a Service. Voici quelques cas clients avec qui on travaille.
Et vous allez voir que il n'y a pas de segment de marché, de type d'entreprise qui sont vraiment éligibles à ce nouveau business model que je vais décrire. Là, vous avez un fabricant de chaudières industrielles. Ici, je suis... Ah, excusez-moi, j'étais décalé. Comme je vois... Là, vous avez un fabricant, pas un fabricant, une société de maintenance, de services, de gros moteurs industriels, etc., qui a changé son business model grâce au digital. Un acteur dans le monde des ascenseurs, un acteur dans le monde du robot, Léonie. Vous avez un acteur qui fabrique des machines, des CNC machines assez perfectionnées pour la taille de diamant. Ça, j'y viendrai juste après, parce que c'est un cas intéressant pour bien comprendre ce modèle Equipment as a Service. Des fabricants d'hélices ou de moteurs pour des cargos ou des remorqueurs, de l'impression 3D, des acteurs comme Truth, qui est le leader sur la découpe au laser pour des métaux ou autres matériaux. Tous ces acteurs de secteurs différents sont des industriels qui sont là depuis très longtemps et qui ont lancé des offres as a service. Donc qui ont complètement transformé leur business model pour non plus vendre la propriété d'un équipement, mais vendre son usage. Et ils ont un peu anticipé ce que disent tous les acteurs, les observateurs, les experts économiques qui disent cette période depuis quelques mois, cette période de crise qui est importante et impactante, est vraiment une période favorable pour l'innovation et en particulier pour repenser les business models. Par rapport à ce que je disais en introduction, où il y a une activité qui est arrêtée ou très ralentie parce que les entreprises arrêtent d'investir ou voudraient investir autrement. Donc c'est ça un petit peu la promesse de ce business model, c'est de pouvoir continuer à travailler, continuer à investir, mais sans dépenser de cash. Vous avez un secteur d'activité qui est les éditeurs de logiciels. Il y a aussi des acteurs dans le hardware informatique, mais prenons le cas, parce que j'avais trouvé cet article de Geoffroy de Benzeman, qui est le patron du Syntec, et le patron de Devoteam en parallèle, qui dit, et tout ça on peut le vérifier, il y a un secteur d'activité qui est passé à travers cette crise. Alors je ne parle pas du médical, je ne parle pas de l'agroalimentaire, mais il y a un secteur d'activité qui est vraiment passé à travers cette crise, qui n'est pas impacté, c'est vraiment le marché des éditeurs de logiciels, parce que ça fait plus de 10 ans, je ne sais plus la durée exacte, mais ça fait plus de 10 ans qu'ils ont appliqué ce modèle as a service, c'est-à-dire software as a service. Donc, je facture l'utilisation d'un software par rapport à un loyer fixe ou variable, ça dépend des modèles des éditeurs. Mais ce marché-là est un bon exemple d'application de ce modèle qui est basé vraiment sur du revenu récurrent. Et c'est ce revenu récurrent qui va permettre d'être beaucoup plus résilient. Et là, c'est toujours bon de reprendre les définitions du dictionnaire. Vous avez revenu récurrent, ce sont des modèles d'affaires fondés sur des revenus prévisibles à intervalles réguliers et avec un degré relativement élevé de certitude. Il y a 3 mots à retenir que j'ai mis en rouge. C'est prévisible, régulier, certitude. C'est ça la vertu des revenus récurrents. Sur ce modèle as a service, et je vais vous expliquer juste après vraiment les grands principes de ce modèle. Il y a une tendance, il y a vraiment le marché est lancé pour changer des business models. Alors pas changer radicalement, garder des business models traditionnels de vente sous forme d'investissement d'un équipement, d'une machine, etc. Mais d'aller de plus en plus à développer des services et de vendre un service complet qui intègre aussi la machine. Vous avez un chiffre à retenir dans cette étude d'IoT Analytics. 67% des équipementiers ont décidé de lancer une stratégie de transformation de leur business model, de proposer des offres, ça n'a pas remplacé les modèles existants, mais de proposer des offres de vente à l'usage ou de vente sous forme de service d'un équipement avec des services complémentaires. On est vraiment dans les modèles, vous prenez le modèle de la voiture aujourd'hui. L'industrie automobile, on le voit avec les dernières offres de PSA, avec ces petits véhicules as a service. Voilà, le marché automobile, il y a ces moteurs, sans faire de jeu de mots là-dessus, on ne vend plus la propriété d'une voiture, mais on vend une mobilité. D'accord ? Et là, pour les équipementiers qui fabriquent des compresseurs d'air, des pompes, n'importe quoi,
ils vont sur ce modèle et on voit bien, il y a des chiffres qui sont très parlants là-dessus. Je reprends une petite définition sur la servicisation. En fin de compte, on est dans cette tendance, ne plus vendre de machines, mais de vendre du service. Et on est vraiment sur une tendance de servicisation. Ce qui n'est pas simple pour des industriels qui ont l'habitude de fabriquer des machines et de vendre une machine. Là, on va leur demander de vendre du service. J'en parlais tout à l'heure à quelqu'un. Vous avez, il y a une annonce, vous regardez dans la presse là, où Apple a fait, où il y a pas mal d'informations sur le changement du business model d'Apple, qui développait des services jusqu'à maintenant pour vendre des appareils, des téléphones, des serveurs, des PC, etc. Et là, ça va être l'inverse. Ils vont presque donner les équipements, heureusement, parce que ça commence à devenir cher, mais pour vendre du service. Donc Apple va continuer à faire ce qu'il fait, mais ils vont développer davantage de services, parce que c'est là où il y a plus de marge, c'est là où ils voient l'avenir. Apple va continuer à construire, fabriquer des équipements, et tout le business model va être axé sur le service. D'accord ? Donc voilà, c'est un exemple tout à fait récent et concret. Donc je reprends la définition, c'est la servicisation ou développer le service. On le voit juste après, c'est vraiment une stratégie de création de valeur en offrant un service additionnel au produit. Donc je développe des services de maintenance, je vends des pièces détachées, je vends de la maintenance prédictive, du monitoring avec des alertes. Ça, on commence à intégrer du digital, de l'IoT, comme on peut voir ici, pour monitorer des machines. Donc je rajoute des services additionnels à mon équipement. Donc l'équipementier commence à vendre du service ou en substituant le produit lui-même par un service. Donc de ne plus vendre une machine comme telle, mais de vendre un service, une performance. Sur cette diapo, c'est intéressant parce qu'elle vous montre que dans les modèles d'affaires traditionnels basés sur l'investissement, les nouveaux services digitaux qu'on voit en rouge sont développés, créent de la valeur, mais dans le modèle traditionnel sont vendus de façon séparée. C'est comme, vous voyez à gauche, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, vous voyez mon curseur là ? Donc à gauche est la valeur de l'équipement. Sur le cycle de vie d'un équipement industriel, 20-25% de sa valeur, c'est de l'investissement. J'achète une machine. Et après, les clients industriels ou les clients, quels qu'ils soient, vont dépenser à peu près 80% dans les services, dans la maintenance, les réparations, les pièces détachées, etc. etc. Okay ? Et ça, c'est souvent des services traditionnels, qu'on va dire, que ne vend pas ou sur lesquels est mal positionné l'équipementier, parce que ce n'est pas son business model aujourd'hui. Donc déjà, la servicisation, ça passe par là. C'est commencer à développer ces services traditionnels et de rajouter des services digitaux qui vont l'aider à aller beaucoup plus vite dans ce retard en termes de vente de services et générer beaucoup plus de valeur. D'accord ? Mais donc là, c'est à peu près 25% de valeur, c'est ce que dit Ben et compagnie dans son étude. Ces nouveaux services digitaux, en complément des services traditionnels, vont générer 25% de valeur supplémentaire. Revenu pour lui et valeur pour le client. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que par rapport au modèle traditionnel, même si je développe des solutions IoT digitales avec des acteurs comme ici, avec qui nous on travaille, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ces outils, ces solutions digitales qui permettent de capter de la donnée et de devenir de plus en plus, de rendre l'équipement plus performant, c'est ça l'objectif, de générer des services d'une meilleure qualité, bref, d'améliorer les opérations du client final. On a surtout une qualité, c'est qu'on a des données, on sait comment l'équipement est utilisé. Et par cette connaissance de l'utilisation de l'équipement, on va pouvoir rentrer dans un modèle à l'usage. Je sais comment utiliser ma machine, donc je peux facturer l'usage. Donc ces nouveaux modèles, ce n'est pas que du financement, ce n'est pas que du leasing, c'est vraiment des solutions de financement pour pallier à des problèmes de CAPEX grâce à la data. Et l'equipment as a service, c'est ni plus ni moins permettre à l'équipementier de packager, donc d'intégrer dans son contrat de service l'équipement, des services traditionnels de maintenance, de pièces détachées, etc., et puis des services digitaux. Et tout ça, ça va être packagé pour vendre un contrat de service pluriannuel. Donc là, on est dans le revenu récurrent. Je signe un contrat de service, je vends une performance à un client. Tu ne veux pas un compresseur d'air, mais tu veux des mètres cubes d'air. Quand tu en as besoin,
Et moi, je suis en charge de te positionner un compresseur d'air qui va bien par rapport à tes besoins. Mais surtout, tu n'as pas à te soucier sur la maintenance parce que j'ai les services qui vont bien et je vais faire le monitoring à distance avec de la maintenance prédictive, etc., qui va te permettre de t'assurer que quand tu as besoin de mètres cubes d'air avec ton compresseur, ils seront là. Donc c'est vendre de la performance. Donc il y a un switch qui est assez important. Et en tout cas, c'est la vertu, c'est l'objectif de l'équipement as a service. Ce slide est intéressant parce que c'est, alors je vois mal, je ne sais plus quel, c'est Arc Advisory qui reprend sur une étude un petit peu les attentes des clients. Parce qu'il y a pas mal d'équipementiers qui disent « Ouais, c'est bien ton histoire, mais je suis sûr que mes clients, ils ne veulent pas ça. » Là, on a des stats qui montrent que les clients, qu'est-ce qu'ils veulent? Ça ne les intéresse pas d'acheter. Ce qu'ils veulent, c'est souscrire à une performance, à un service. C'est ce que je viens de dire. Donc, ce n'est plus les mêmes unités de valeur. Mon prix, ma marge. Et on négocie le prix. C'est moi, je veux une performance. Je veux que tu me garantisses la performance de ce compresseur d'air, pour reprendre cet exemple. Et je veux que tu me garantisses son taux de disponibilité. Voilà. Après que le compresseur d'air il soit rouge, jaune, de telle marque, etc., on s'en fiche. Je achète de la performance. Et je reprends l'exemple de la mobilité. Surtout les nouvelles générations, elles n'ont que faire de la marque. Ce qu'elles veulent, c'est que la mobilité, elle se fasse. Donc, ils vont acheter un service de mobilité pour amener d'un point A à un point B et que ça se fasse bien. Voilà. Donc, ce modèle Equipment as a Service, où je vois un usage et puis une propriété, elle doit répondre, pour que ça fonctionne, elle doit répondre à des vrais problèmes business du client. Ça doit résoudre des vrais problèmes business. Ce n'est pas qu'un outil financier, qu'un moyen financier. Et c'est pour ça que l'on dit que la technologie, c'est un moyen pour y arriver, pour construire ces solutions, mais ce n'est surtout pas la raison d'être du projet, je dirais. La raison d'être du projet, il y a pas mal d'acteurs avec qui on travaille ici. Il y a encore 5-6 ans, on lançait des projets technologiques et on se disait on verra bien le cas d'usage et les bénéfices qu'on générera après. Mais ça semble super évident, ça va fonctionner, il y a une vraie demande là-dessus. Et on se plantait parce qu'on développait des technologies qui n'avaient aucun sens et aucune réalité business derrière. Même si ça aidait à. Mais les coûts de ces services versus les bénéfices n'étaient pas intéressants. Donc c'est pour ça que ces projets technologiques d'intelligence artificielle, d'IoT, de tout ce qu'on veut pour améliorer la performance des équipements, pour prendre le cas des équipements, ils ont du sens seulement si on a défini en amont et au point de départ du projet les problèmes métiers, ce qui fait mal chez mes clients, les réponses à ces douleurs, la valeur de ces réponses à ces douleurs, c'est savoir les chiffrer. Et par rapport à ça, on est capable, on va commencer surtout à travailler sur une solution technologique dont on a besoin. Et pas dépenser des centaines de milliers ou des millions d'euros dans des projets où on ne sait pas exactement ce qu'on va délivrer à la fin. Donc c'est une méthode qui est complètement idiote, mais qui est super efficace. Le business outcome delivered, en français, c'est vraiment délivrer des résultats métiers. Et pour délivrer des résultats métiers, il y a 4 piliers. Il y a la technologie, il y en a plein ici. Il y a le service, il y en a plein ici aussi, pour définir les business models, pour définir l'architecture de la solution, pour intégrer, faire du prototypage, industrialiser. Ça, c'est très bien pour monter la solution IoT digitale. Mais ce qui est important dans des modèles d'affaires qui sont vraiment une tendance, comme vous l'avez vu, vente de l'usage et de la performance, il faut aussi une partie assurantielle et il faut aussi une partie financement. Ça, c'est vraiment primordial. Alors, soit vous faites appel à un relayeur qui sait faire tout ça, c'est génial, vous simplifiez la vie, ou vous choisissez des acteurs différents pour composer cet écosystème au choix. Là, vous voyez sur ce slide, c'est la méthodologie. Il faut d'abord travailler sur le business model, les bénéfices métiers, après travailler sur la connectivité de la solution pour répondre à ce business model et aux objectifs métiers qu'on a définis. Et dans l'Equipment as a Service, pour y arriver, on passe par le développement des services digitaux. On laisse l'équipementier continuer à vendre ses équipements sous forme de produits, commencer à vendre des services à valeur ajoutée. Par expérience, on va combiner tout ça, packager pour vendre une solution, machine plus service, et à la fin, vendre du résultat, vendre de la performance. C'est un peu la méthodologie. Je regarde le timing. Je vous donne cet exemple qui est très intéressant de Coborn, pour donner du concret
à mes propos, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Coborn, je le citais tout à l'heure, c'est une petite entreprise. C'est une entreprise qui fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est une boîte anglaise qui fabrique ses CNC machines, comme je disais tout à l'heure, de taille de diamant. Donc c'est un marché de niche, mais un marché très exigeant. Ces machines, ça coûte à peu près 250-300 000 euros, donc ce n'est pas une mince affaire, surtout par rapport aux clients qu'ils adressent. Et c'est une société où ils sont 80 personnes. Donc en termes de service client, maintenance, etc., ils sont très réduits. Et ils ont un marché mondial. Ils ont des vrais problèmes de performance en termes de service. Mais qu'importe, c'est un équipementier. Donc le service, la maintenance, tout ça, ils le laissaient aux partenaires, revendeurs, mainteneurs locaux. Ils ont vu qu'ils étaient complètement déconnectés de la réalité terrain de leurs clients finaux. Et ça posait un vrai problème, parce que les seules remontées terrain qu'ils avaient, c'était vraiment leurs partenaires. La vertu de la data, je pense qu'on est tous convaincus ici, pouvoir monitorer et collecter de la data des équipements qu'on a fabriqués, qui sont déployés à l'autre bout du monde, ça permet de créer un lien entre l'équipementier et le client final. Pas forcément court-circuiter les partenaires et l'écosystème, mais vraiment de créer un lien et d'être beaucoup plus proactif sur les nouveaux services, sur la performance des machines, par rapport à des données factuelles, etc. Donc ces projets data avaient pour volonté vraiment d'améliorer les équipements, leur performance, grâce à de la donnée remontée de terrain. Ces données data ont permis de développer des services au profit des partenaires qui étaient démunis. Donc créer du monitoring à distance, de la maintenance prédictive. C'était un moyen de dire, voilà, tu as un stéthoscope à distance et tu as alerté quand il y a des problèmes, réactif, plus efficace, préventif et surtout prédictif. Et c'est des données partagées entre les partenaires et l'équipementier. Donc commencer à développer vraiment des améliorations opérationnelles chez le client, chez les partenaires. Donc là, on développe des services côté Coborn et c'est complètement nouveau chez eux. Et par rapport à ces solutions de maintenance prédictive, etc., où finalement l'objectif c'est quoi? C'est pas de vendre de la maintenance prédictive, c'est de vendre de la disponibilité des machines et de la performance des services rendus par la machine. Et là, on est sur un modèle aujourd'hui de vente de performance et de vente à l'usage. La vente à l'usage, grâce à cette vente de performance et de solutions financières, permet à Coborn de proposer ces machines qui coûtent très cher par rapport à la concurrence, à un prix qui est beaucoup plus accessible, puisque c'est le modèle souscription. D'accord? Et donc, il n'y a plus cette barrière du CAPEX, de l'investissement que je citais tout à l'heure. Donc, c'est un peu la vertu de l'équipement d'Assault Service, vous avez compris, c'est de vendre de la souscription et pas de l'investissement. Mais derrière cette souscription, il faut qu'il y ait du service pour garantir la performance, et c'est là où il y a tout l'enjeu du digital. La vertu pour eux, c'est je vends du service en plus des machines. C'est des services qu'ils ne vendaient pas forcément, parce que c'était des concurrents qui vendaient la maintenance, les pièces détachées. C'est packagé dans leur offre, donc ça fait plus de revenus pour Coborn. Et c'est en termes de TCO, de coût de possession de la machine pour le client final, c'est moindre. Donc tout le monde y gagne. Je passe très vite fait sur les outils de financement que vous connaissez. La vente, cash, c'est du CAPEX. La location classique, le leasing, des choses qu'on connaît. Tous ces outils financiers, je ne vais pas rentrer dans le détail, n'ont pas vraiment de valeur ajoutée. Ça répond à des problématiques de financement, mais comme il n'y a pas de service accompagné, sauf parfois le leasing avec des services intégrés d'entretien, il n'y a pas vraiment de service d'amélioration des performances des équipements. L'équipement as a service, vous avez compris, c'est vraiment pour l'équipementier l'avantage de vendre des contrats à long terme. Donc quand on est une PME, ça permet vraiment de valoriser l'entreprise, d'avoir un carnet de commandes avec des contrats qui durent sur 5, 6, 10 ans. D'avoir une relation directe, ou en tout cas d'avoir des informations en direct du client pour améliorer les performances des équipements en termes de développement, mais aussi de mieux gérer son réseau partenaire. C'est évident. L'OPEX, c'est la souscription, c'est l'intérêt de ce modèle, qui est une réponse par rapport au point bloquant de l'investissement aujourd'hui. Il faut développer des services à valeur ajoutée intégrés dans ces modèles. Et surtout, il y a un truc super intéressant, c'est avec cette analyse, ces services digitaux de maintenance prédictive, on va pouvoir garantir des performances. Et il faut cette couche assurantielle.
qui est intégré dans l'équipement as a service. Et puis là, c'est juste accessoire, c'est important. Le leasing ne permet plus de mettre hors bilan les équipements. La vente à l'usage le permet aujourd'hui avec ces nouvelles normes comptables IFRS. Je passe là-dessus. Ce que je voudrais juste, parce que c'est bientôt l'heure, mais j'espère que j'étais à peu près clair. On est tous un peu fatigués. C'est temps d'aller au bar. Pour vous dire qu'on est... Les 3 slides qui suivent, c'est pour réaffirmer cette tendance des marchés. Ce sont des clients ce ne sont pas des clients relayeurs, c'est des industriels que j'ai trouvés sur Internet et qui montrent vraiment que c'est une vraie tendance. Ça confirme les statistiques que je vous ai données. Et là, on a vraiment des cas concrets. Sigma Air Utility, voilà, je citais tout à l'heure le cas des compresseurs d'air. Ils continuent à vendre des compresseurs d'air en CAPEX, mais ils proposent aussi à leurs clients un service de mètres cubes d'air facturé à l'usage. La machine est chez le client et le client va juste payer ce qu'il consomme. Vous avez autre chose, mais là, c'est plus ancien, parce qu'ils sont assez précurseurs sur le sujet, c'est Rolls-Royce, qui continue à vendre ses équipements en CAPEX et qui propose des contrats de maintenance, des contrats de service, très bien. Mais les deux, ils ont monté des solutions Total Care qui permet de faire de l'équipement as a service. Je vends des moteurs power per hour, la puissance par heure, etc., etc. Donc, ils sont très, très moteurs là-dessus, très moteurs, précurseurs là-dessus. Ça, ce n'est pas un client relayeur, mais c'est intéressant de voir la maturité du marché et puis les cas d'application qui sont mis en place. Vous voyez, Heller for You, c'est un industriel qui fait des grosses machines. Alors, je ne sais plus ce qu'ils font, mais qu'importe. On va dire de la découpe laser, par exemple. Et ils sont vraiment sur le pay-per-use, ce modèle à l'usage. D'accord ? Et d'ailleurs, sur leur site, vous voyez un petit peu tous les avantages qu'ils prônent, etc. Donc aujourd'hui, ils ne vendent pas que ça. C'est une proposition de valeur en alternative de leur modèle classique. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est une vague de fonds qui est en train vraiment d'avancer et qui se généralise. La France, alors c'est pour ça que je mets Equipment as a Service, s'il y a des industriels ou des gens qui travaillent avec des industriels aujourd'hui, je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup en France qui ont des modèles d'affaires sur le as a Service. C'est très développé en Allemagne, on vient de là. C'est très développé aux États-Unis. Ça commence fortement en Italie, où il y a un gros tissu industriel d'équipementiers. Au Mexique aussi, parce qu'il y a vraiment des grosses problématiques de CAPEX. Voilà, donc ça est en train de se propager. Et ce qu'il faut, pour revenir un petit peu au point de départ, c'est se poser la question, mais c'est quoi les problèmes business de mon client ? Et après, on pensera technologie. On est une société technologique, mais surtout, on vous dit, pensez pas de techno pour le moment. J'espère que j'ai été clair. Dans 1 minute, c'est open bar dans le camion relayeur qui est en face de l'entrée principale. On aura le temps de discuter, etc. Si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment. Excusez-moi, j'ai la jambe... Ah, pardon. Ouais. Vous avez évoqué les assets dans le business model relayeur. Qui porte les assets ? Et vous avez évoqué également l'assurance. Qu'est-ce qui est assuré ? Bon, il y a des garanties de performance, mais je pense que ce n'est pas en termes d'assurance véritablement. Donc le modèle spécifique. Alors, qui porte en termes de propriété, en termes de bilan ? De bilan, de propriété. Ouais. Alors, je ne suis pas un expert financier, de financement. Par contre, vous m'entendez ? Sur les projets sur lesquels on travaille et je travaille, au niveau du financement aujourd'hui, il y a différents cas de figure qui se présentent. Je vais en citer 2. Il y a un transfert de propriété qui peut se faire chez l'acteur financeur, celui qui va financer la solution, qui est composé d'équipements et de services additionnels. Donc, il va acheter à l'équipementier la valeur du contrat, d'accord ? Donc, il y a un transfert de propriété et ce financeur va facturer le client final. D'accord ? Donc, dans ce cas de figure, l'équipement, si on parle juste de la partie équipement, elle est dans les livres et elle est chez le financeur. Après, il y a d'autres cas de figure, dont un sur lequel je travaille, pour différentes raisons. Ça peut être un problème de risque financier. Ça peut être une volonté de l'équipementier. L'équipementier veut rester propriétaire,
veut garder le contact direct avec son client final et le facturer lui-même. D'accord ? Donc là, il y a moyen de financer, parce que le problème de l'équipement as a service, c'est, moi, équipementier, je vendais ma machine 300 000 €. Quand je la vendais, j'avais 300 000 €. Là, aujourd'hui, il va falloir attendre, parce que c'est des loyers, que ces 300 000 € arrivent au bout de 3, 4, 5 ans. C'est là où il y a des mécaniques. Je suis désolé, mais je ne suis pas l'expert là-dessus, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des mécaniques ce qu'on arrive à mettre en place, c'est des mécaniques où nous, on va financer la partie équipement. La propriété de l'équipement reste chez l'équipementier, mais n'est pas chez le client final. On a ces deux modèles. Je ne sais pas si je suis très clair, mais il y a deux modèles possibles, en tout cas sur lesquels on travaille aujourd'hui. C'est le transfert de propriété qui se fait chez le financeur ou qui reste chez l'équipementier. Ce deuxième scénario pose pas mal de problèmes pour les équipementiers, pour des histoires de bilan, pour des histoires comptables, mais aussi de solvabilité du client final, parce qu'il prend la responsabilité du risque d'impayé du client final. C'est pour ça que nous, sur les projets sur lesquels on travaille, c'est beaucoup plus des solutions où le financeur, c'est-à-dire nous avec nos partenaires, on achète la propriété, voilà, et on paye l'équipementier et on fait la facturation du loyer de l'équipement as a service. L'équipement as a service, ça peut être soit un loyer fixe, c'est ce qu'a fait Coborn au début, soit le vrai modèle pay-per-use, c'est-à-dire facturation à l'usage, qui est un loyer fixe mais beaucoup plus bas, parce on a l'équipementier où on a des prix de revient, etc. On a des coûts incompressibles, pardon. Donc on a un loyer fixe beaucoup plus bas, mais qui existe, quoi qu'il se passe, et un loyer additionnel qui est fluctuant en fonction de l'utilisation. Le pay-per-use n'est jamais une facturation à 100% sur l'utilisation. Il y a toujours un loyer fixe. Ça répond à votre question ou pas ? L'assurance, l'intérêt d'être adossé à un Municré, ça donne quoi ? Alors, nous, forcément, l'assurance, elle répond à différents sujets. Premier sujet, c'est le delivery. Ces projets pour des équipementiers, je ne parle pas des grands groupes, mais des PME, ETI, se lancer dans des projets comme ça d'innovation, de digitalisation, ça coûte cher et c'est risqué parce que c'est de l'innovation. Donc, on n'est pas, comme c'est de l'innovation, on n'est pas certain du résultat. Donc là, le sujet assurance avec Municri qu'on embarque dans nos projets, on n'est pas obligé de l'embarquer tout le temps, hein. C'est en fonction de chaque projet, mais la grande valeur de Municri, c'est de pouvoir dérisquer les projets d'innovation. Si ce qu'on a prévu de délivrer est livré mais ne fonctionne pas à 50%, tu ne payes pas. Et nous, on est payé. Voilà. C'est une espèce de police d'assurance sur le delivery des projets. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui font ça, mais on fait ça. Là où ça a pour moi beaucoup plus de valeur, c'est si je développe des solutions digitales pour monitorer des équipements, donc rajouter des services à valeur ajoutée sur mes équipements industriels, et je veux, par de la maintenance prédictive, non pas vendre de la maintenance prédictive, mais vendre de la performance et du taux de disponibilité de mes machines. Monsieur, je prends un exemple tout bête, je fabrique des machines d'embouteillage, je les vends à Danone pour ses bouteilles. Si je vends une solution, je vais lui dire ma machine est mieux que les autres parce que je te promets qu'elle ne va pas tomber en panne et je le garantis. Pourquoi ? Parce que j'ai une solution digitale de maintenance prédictive, je la fais court, et que derrière, j'embarque une assurance qui me permet de couvrir les risques. Donc couvrir les risques, et tu vas payer plus cher ma solution d'embouteillage parce qu'il y a de la solution digitale de maintenance prédictive, etc. Tu vas la payer plus cher, mais il y a une garantie de résultat de ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit délivrer. Et si jamais la promesse n'est pas retrouvée, c'est-à-dire que ma machine tombe en panne et que la ligne de production d'embouteillage de Danone est arrêtée pendant 3 ans, vous avez compris, il y a une couverture des pertes et profits. Donc l'arrêt de la ligne à cause de ma solution qui a coûté plus cher parce que j'avais dit que ça ne tomberait jamais en panne grâce à la maintenance prédictive, que nous, on va développer, et qu'elle s'arrête 3 jours, et que ces 3 jours, je dis n'importe quoi, c'est 5 millions d'euros de pertes pour Danone, eh bien on intègre une couverture. Donc on travaille beaucoup sur le transfert de risque. Et l'équipement as a service, c'est pour ça que je vous remercie de la question, ce n'est pas qu'une solution financière, c'est une solution d'efficacité industrielle. Parce que j'intègre de la performance de résultat.
Allez-y, une petite dernière question. Allez-y. Ah ouais, merci. Oui, le but ultime de tout ça, ça serait d'arriver à mesurer en fait la valeur ajoutée créée pour le client final. Et dans beaucoup de cas de figure, il est quand même assez compliqué de mesurer l'apport d'une solution au-delà de la performance des équipements et de leur disponibilité et tout ça. Ce qui est intéressant pour le client, c'est qu'est-ce que ça lui apporte et quelle valeur ça lui apporte. Et comment on la mesure dans le contrat, entre guillemets. Alors c'est pour ça qu'il faut... Alors, ce point est super important parce que tout doit être défini en amont. Comme je disais tout à l'heure, on ne va pas développer une solution technologique de monitoring, d'alerting plus ou moins intelligente s'il n'y a pas une vraie réalité, des vrais bénéfices métiers derrière. Donc lesquels sont-ils et comment on les mesure? On va les définir en amont du projet. On va essayer ce qu'il faut, c'est éviter de monter une usine à gaz, quoi. Donc c'est avoir des choses assez pragmatiques, vérifiables. C'est un peu la difficulté de l'exercice. Mais en termes de business design, on a des partenaires ici avec qui on travaille, c'est de travailler sur les problèmes et sur les problèmes qui ont existé. On parlait du problème CAPEX, c'est pas opérationnel, mais un CAPEX, c'est un vrai problème. J'ai plus de cash, je peux plus. Bon, on va trouver une solution, c'est l'OPEX. Ok. J'ai un problème opérationnel. Je vais prendre des cas très simples. On va essayer de travailler, d'identifier des problèmes, de les identifier et de les prioriser en termes d'impact business. J'ai discuté avec un torréfacteur français. Il disait, nous, le problème, c'est on fait de la torréfaction, on fournit des machines à café, machin, on assure service. 50% de nos interventions nous coûtent vraiment de l'argent parce qu'elles sont inutiles. Problème, parce qu'il n'y a pas de diagnostic à distance, parce que les clients en face, ils n'ont pas le temps de parler. Donc, voilà, là, typiquement, c'est une solution digitale, etc. C'est même pas, on parle de solution digitale. J'ai un problème sur mes interventions techniques. 50% de mes interventions, je le sais. Après, parce que je fais des analyses a posteriori, je sais qu'elles ne servent à rien. Elles servent à rien. Elles me coûtent de l'argent et on pourrait le faire à distance si on avait des informations peut-être orales, mais comme mes clients n'ont pas le temps de parler, il me faut des données. Donc, c'est juste un exemple, mais on se base sur des problèmes qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent et sur lesquels on peut se fixer des objectifs d'amélioration et on va essayer d'y tendre, grâce ou pas, au digital. Donc, si c'est du digital, nous, on va y bosser. Et là-dessus, on va se dire, OK, il y avait 50% d'interventions qui ne servaient à rien. L'objectif, c'est d'arriver peut-être à 20% d'interventions qui ne servent à rien. Et les 30% qui sont éliminés, c'est des optimisations de coûts opérationnels. Donc c'est un gain financier, ça résout un problème et qu'on peut mesurer. On peut le mesurer. Alors après, c'est le grand débat. Est-ce que c'est votre solution, etc. Mais un autre cas, ce n'est pas industriel, mais pour bien le comprendre, les ascenseurs. On a des clients dans le monde des ascenseurs. Aujourd'hui, le monde des ascenseurs, c'est un marché en pleine transformation où vous avez, alors je ne sais pas s'il y a des ascensoristes ici, ils vont me tirer les 3-4 majors des ascensoristes. Aujourd'hui, ils font la mainmise sur le marché des nouveaux ascenseurs. Il n'y a pratiquement plus de place pour les mainteneurs d'ascenseurs, les petites boîtes de service. Je ne sais pas combien il y en a en France, mais il doit y en avoir 4000, 5000 qui gèrent tous 3-4 000 ascenseurs, ce qui n'est pas beaucoup quand on voit le prix des contrats de maintenance. Donc tous les nouveaux ascenseurs sont vendus. Donc ça, c'est du physique, c'est de l'équipement avec des solutions d'intelligence artificielle pour faire de la maintenance prédictive, etc. Donc les nouveaux ascenseurs, avec la promesse qui est vendue, ne doivent pas tomber en panne. Quelle est la survie des sociétés de services de maintenance ? C'est de se focaliser sur les anciens, donc la base installée des ascenseurs. Et eux, ils développent des solutions digitales pour exister. Ce que je mettais au début, c'est comment je peux continuer à exister sur ce marché alors que j'ai plus de place pour moi pour les nouveaux ascenseurs qui sont intelligents et qui sont gérés directement en termes de maintenance par les fabricants. Eh bien, ils travaillent là-dessus sur des solutions digitales de maintenance prédictive, etc. Mais le client, il s'en fout que c'est de la maintenance prédictive. Ce qu'il veut, il est intéressé par des nouvelles propositions de valeur qui sont, monsieur,
mon contrat de maintenance, encore une fois, va être plus cher que les autres. Mais pourquoi il est plus cher que les autres? Parce qu'avec ma solution, mon organisation, mon offre, il y aura 0 panne. Donc, cette boîte de service, elle promet ça. C'est un vrai différenciateur sur le marché. Ça lui permet d'exister, d'être compétitif. Elle va développer des services parce que, voilà, il faut le faire. Elle vend plus cher, donc elle augmente ses marges, mais elle a une proposition de valeur qui n'a rien à voir avec les autres. Et ça, c'est super important parce que c'est juste un exemple. Le marché des ascenseurs, c'est un marché à bas prix. On prend le moins 10 ans. Et ces sociétés-là ne peuvent pas exister avec le moins 10 ans. Et encore moins s'ils ne peuvent plus installer des ascenseurs nouveaux et maintenir des ascenseurs nouveaux. Donc, pour répondre à votre question, sur le cas des ascenseurs, c'est simple. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, j'ai fait de l'intelligence artificielle, machin, etc. Le client va être intéressé sur l'engagement de résultat. 0 panne ou une panne. Juste un exemple sur ce marché, je lisais les logements sociaux, tout ce qui est HLM, logements sociaux, c'est 7 à 8 pannes par an, par ascenseur. Après, je vous épargne les délais de réparation qui sont catastrophiques. Dans le privé, ce qui n'est pas HLM, c'est 4 pannes. Voilà. Donc des sociétés de services, elles se disent, voilà, combien ça coûte, c'est quoi le problème de ces 4 pannes? Ça représente quoi en termes de valeur, quoi? Donc il faut identifier la valeur de ces problèmes. Est-ce que ça vaut le coup ou pas de générer des services pour arriver à 0 panne? Parce que ça se trouve, ça n'a aucune valeur financière et économique. Mais si ça a l'intérêt, il faut le faire. Il faut pouvoir garantir et couvrir les risques financiers si je n'arrive pas à satisfaire ma promesse. Et c'est pour ça que le mix qu'on voit ici entre la techno, le service, mais surtout l'assurance, le financement, c'est un cocktail qui est essentiel pour l'équipement de service. J'ai répondu à votre question. Le camion est en face de l'entrée. Bonjour. Amine Benasker, cloud architecte et directeur technique en fait, dans ICAM, une boîte qui est spécialisée en data center, construction de data center, donc rackage de serveurs et cloud computing. Depuis 2018, en fait, on a une demande en fait, de edge computing et on a justement en fait, changé un peu notre modèle. Donc on ne fait plus de construction de data center, donc toujours en fait, pour les grands comptes comme les banques et les assurances. Par contre, pour l'edge computing, en fait, ils nous demandent plus en fait des serveurs sur site, donc computing sur site. On voulait en fait faire avec eux en fait justement ce modèle. En fait, c'est location en fait des serveurs, donc demi-bay jusqu'au un rack. Par contre, en fait, c'est toujours en fait c'est problème d'assurance avec eux, c'est-à-dire dans le contrat, même si on a blindé vraiment en fait le contrat avec transfert de propriété, si on dépose les bilans, c'est eux ils déposent les bilans et ainsi de suite. Mais à la fin, certains en fait ces clients, ils nous demandent en fait d'acheter en fait les serveurs. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment en fait c'est une résistance au changement en fait c'est en France principalement. Mais deuxième chose, on a essayé en fait de faire l'inverse, c'est-à-dire en fait c'est voir en fait les banques et les assurances et même les PME pour leur dire au lieu en fait d'acheter les serveurs, au lieu en fait de nous donner en fait l'argent, nous donner en fait les cahiers de charges et qu'on vous achète les serveurs et qu'on les rack chez Equinix ou Interaction en fait en location. Et on fait le même exercice, c'est-à-dire donc vous louez en fait les serveurs. Donc voilà, donc on vous donne en fait c'est le prix, c'est par exemple 10 000 euros par mois par serveur et voilà, j'exagère un peu, mais avec le software ainsi de suite. Et si on dépose les bilans, vous prenez en fait la propriété des serveurs et vous le prenez chez vous. Donc vous prenez en fait le contrat de chez Equinix, Interaction ainsi de suite. Et pareil, donc après 6 mois de négociation. Ils décident en fait toujours en fait d'acheter les serveurs. Donc, mais ils sont intéressés. Le modèle il est intéressant. On leur explique qu'on fait la même chose. Pour quelles raisons ils font ce retour en arrière? Le transfert de contrat. Donc, ils ont peur en fait s'ils commencent, s'ils prennent en fait notre offre et qu'ils louent en fait les serveurs et qu'ils laissent tomber en fait leurs serveurs, plus en fait l'achat, plus le rackage en fait c'est chez Interaction ou Equinix. Parce que c'est notre prestation, c'est notre savoir-faire, on leur dit, en même temps, en fait, ça en gagne énormément parce que construction de data center, ça nous prend 1 an quand même.
des réunions avec les architectes, ainsi de suite. Donc ça prend. Par contre, en fait, réellement, en fait, construction de data center, ça nous prend 15 jours. 15 jours, si on a en fait, les serveurs, on peut les racker. 15 jours, construction de data center. Data center, c'est-à-dire pour un client, 2 salles, 400 serveurs de computing. Voilà. Justement, après 6 mois en fait, d'études, ils résistent au changement. Ils disent non, on garde toujours en fait, notre méthode. On vous prend en fait, les 400 serveurs. Donc, ils achètent en fait, les 400 serveurs, ils les livrent directement chez Equinix. Et nos consultants, ils rackent les serveurs et les ingénieurs, ils installent en fait, les serveurs à la méthode classique. Et c'est toujours eux qui prennent les contrats de location, de maintenance, de support, et ainsi de suite. Donc, même si on offre une meilleure offre, on donne une meilleure offre, ils ont l'air intéressés. Une meilleure offre en service en service. C'est computing as a service. Donc, on leur donne un data center as a service. Donc, ils payent en fait par mois, engagement par an. Et vous avez une garantie de performance, de résultats par rapport à ce que vous Donc, faites. on leur donne en fait, on remonte en fait jusqu'à couche de développeurs. Donc, c'est les développeurs qui consomment le service. C'est de la source. Donc, c'est le même soft, c'est le même serveur, c'est tout. Ils prennent tout. Au lieu en fait d'avoir tout un département d'IT de 300-400 personnes, par exemple pour le cas de Malakoff Humanis, ils décident en fait de laisser. Peut-être en fait c'est un changement résistance, justement en fait cette discussion. Mais est-ce que vraiment, c'est ma question, est-ce que vous, selon vous, en fait, est-ce que vous avez eu en fait ce changement? Ouais. Alors moi j'ai une réponse. Je ne parle pas de l'Allemagne, donc l'Allemagne. Non, mais je regarde autour de moi. S'il y a des acheteurs, ils vont me tirer à boulet rouge. Les acheteurs n'aiment pas le modèle as a service. Parce que ce n'est pas un modèle sur lequel ils sont challengés. Ils veulent un prix et eux, leur métier, c'est de négocier un prix, quoi, pour simplifier. Donc, vendre ces nouvelles offres d'équipements ou de serveurs ou de n'importe quoi as a service, ça ne s'adresse pas à un acheteur, ça ne s'adresse pas à une direction informatique, ça s'adresse à des métiers. Il y a un constructeur automobile, je ne vais pas citer son nom, mais je pense qu'ils sont tous pareils. Ils ont des usines avec des très vieilles machines qui coûtent très cher, donc ça dure 30 ans à peu près d'utilisation. Quand on parle de maintenance prédictive, maintenance prédictive pour assurer des taux de performance et de disponibilité de ces vieilles machines, ces vieilles presses métalliques, etc., qui coûtent une fortune et qui ne sont pas connectés à Internet, c'est le brouillard. Il y a beaucoup de barrières par rapport au prix côté acheteur, parce qu'ils veulent nous challenger sur des prix, sur des modèles économiques. On est incapable de donner un prix ou aider un équipementier à donner un prix sur une maintenance prédictive d'une presse métallique. C'est des approches complètement différentes. Et quand on leur dit, monsieur, on va travailler sur le problème, ça coûte combien ce problème? La réponse, et on ne va pas vous dire combien coûte la réponse, c'est quelle est la valeur de cette réponse par rapport au coût du problème. Et là, on va trouver il faut qu'il y ait un sens économique. J'essaye de... Donc déjà, dans les interlocuteurs, ces modèles-là ne s'adressent pas à ces deux... J'ai rien contre, hein, mais les acheteurs, aujourd'hui, ne sont pas dans ces modèles-là en termes de sélection et de choix de dossiers. Et souvent, quand on parle data analytics, d'analytics, on parle IT, et c'est pareil. C'est des choix technologiques avant de penser business. C'est pour ça qu'on a des problèmes pour avancer sur les dossiers quand on a ces personnes en face. Là où ça va fonctionner, c'est quand on parle avec les métiers qui, eux, veulent acheter. Je sais pas, vous avez vu les stats là. Ils veulent acheter des garanties de performance, ils veulent acheter du modèle à l'usage. C'est ça qui les intéresse. Donc, pour répondre je n'ai pas la réponse à votre problème, mais peut-être pour avancer sur la réflexion, il y a peut-être... Il n'y a rien d'arrogant dans ce que je dis, hein, mais soit vous ne parlez pas aux bonnes personnes qui sont prêtes à entendre ce genre de modèle, soit c'est les bonnes personnes, mais il n'y a peut-être pas assez de valeur qui va être contenue dans cette offre à ce service. Elle est peut-être plus perçue comme un modèle financier qu'un modèle financier plus des services qui vont améliorer mes opérations en termes de coûts, qui vont m'aider à générer plus de revenus, je ne sais pas. Donc, ce que je dis, ce n'est pas anodin, c'est hyper important. Il y a plein de dossiers, il y a plein de contacts clients qu'on a.
qui veulent aller sur des modèles comme ça, ou avant d'aller sur des modèles comme ça, qui veulent faire du monitoring pour faire des diagnostics à distance. Et le problème, oui, c'est très bien, on va monter une solution digitale parce que le concurrent le fait. Alors ça, en France, c'est très courant. On va créer des solutions digitales parce que la concurrence le fait. Et ça, c'est très courant. Donc je peux vous dire, un client comme ça, il est dans un modèle d'achat low cost, puisqu'il n'a pas réfléchi sur la valeur de cette solution. Comment on va le vendre? Non, je le fais parce que le concurrent le fait. Donc des dossiers comme ça, on n'y va pas. Justement, en fait, c'est le cas en fait, de Société Générale. Donc, quand on travaillait pour la BNP Paribas, donc on a fait un projet qui s'appelle Capacity Planning. On fait justement donc, toujours en fait, dans l'achat des serveurs. Et pour la Société Générale, donc on leur proposait de faire en fait ces locations justement. Et on se dit en fait, non, on est intéressé par le Capacity Planning plus que la location. Je leur dis ouais, mais en fait, c'est quand vous voulez les machines, bah, vous n'aurez plus besoin en fait, du Capacity Planning. Je pense en fait aussi c'est un problème d'organisation de certaines boîtes parce que c'est toujours le DSI qui essaye d'innover et derrière, en dessous de lui, en fait, il y a toujours en fait, les directeurs de la production qui résistent ce changement parce que c'est location signifie infogérance, signifie perte des personnels. Ouais. Je pense qu'il y a un accélérateur, on va finir là-dessus. Si vous voulez nous rejoindre au camion qui est en face de l'entrée, vous êtes les bienvenus. Moi j'ai envie. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah zut, pardon, je vous ai coupé. Organisation peut-être? Ouais, sur l'organisation, ces projets-là ont des vrais impacts organisationnels, à la fois chez l'équipementier comme chez le client aussi. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce n'est tout ce qui est équipement as a service, tout ce qui est solution digitale, de monitoring, de maintenance prédictive, de réalité augmentée, de tout ce qu'on peut trouver de PLM, d'asset management qui sont à base de data, elles ont un impact organisationnel, elles ont un impact sur les modèles de vente et la servicisation, c'est ce dont on parlait. Je peux vous dire que ce n'est pas simple chez un industriel qui a l'habitude de fabriquer un équipement et de vendre un équipement. Demander à des forces commerciales, d'équipementiers de vendre du service, ils ont peur. On les sort d'une zone de confort. Donc c'est pour ça qu'on parle de transformation business, transformation digitale. Il y a un vrai impact organisationnel. Et puis Mais les enjeux, en termes de bénéfices, peuvent être considérables si on met le doigt sur ce qui fait le plus mal chez les clients en vue de les aider. D'accord? J'arrête là-dessus. Merci. Et puis je vous invite à aller dans le superbe camion truck de relayeur. Merci à tous.